Bienvenue à cet enregistrement, à cette webconf. À toi la parole, Gunia. Mais merci beaucoup d'avoir organisé ceci pour permettre à De Rive en Page, une association, donc loi 1901, une association culturelle aujourd'hui reconnue d'intérêt général en France. Euh, alors, je voudrais d'abord commencer par remercier chaleureusement le Shift, justement, parce que je pense que c'est le début d'une collaboration que j'espère pouvoir se pérenniser le long de l'année 2026. Nous avons effectivement des contacts avec un certain nombre de scientifiques qui ont souvent en même temps aussi des auteurs et qui surtout font des efforts pour communiquer une vulgarisation scientifique. Et c'est pas évident. On dit souvent que c'est le plus difficile, c'est de faire simple. Euh, alors donc, je voudrais aussi dire que, en fait, l'origine des Shifters, c'est quand même, vous savez quand même, Jean-Marc Jancovici qui a publié deux choses. Le changement climatique expliqué à ma fille, édition Seuil, et vous savez aussi Le Monde sans fin, un livre illustré, édité chez Dargaud. Donc, je pense que cet effort de vulgarisation scientifique et de reconnaissance, peut-être, c'est par la vulgarisation qu'on va pouvoir connecter le plus grand nombre pour défendre une cause ou de parler pour une cause, c'est peut-être ça qui va, in fine, faire bouger les choses aussi. Je pense, nous, on pense en tout cas que c'est un aspect très important. Alors, je vais commencer par essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi on a lancé ce prix, pourquoi ce prix. Et je vais commencer un petit peu par le début. Mais il y a presque 15 ans, nous avons créé un club littéraire qui était un club littéraire composé des lectrices et lecteurs passionnés. Et peut-être la particularité de cette club de lecture, c'est qu'on éditait après chaque séance un newsletter. C'était à peu près tous les 8 semaines, un newsletter où on reprenait un petit critique des livres qu'on avait vus ensemble. C'était souvent entre 15 et 18 livres. Donc, ça fait que nous avions déjà comment dit-on? On avait un relais de personnes qui écoutaient, qui lisaient ce qu'on pensait déjà. Alors, ce qui s'est c'est qu'on s'est rendu quand même assez vite, on s'est rendu compte assez vite que c'était très difficile de trouver des ouvrages de vulgarisation scientifique qui étaient vraiment accessibles. Ou plutôt, souvent, c'était soit trop pointu, donc inaccessible, soit trop cher, parce que effectivement, des ouvrages à destination de recherche, même si c'était peut-être partiellement accessible, c'était souvent trop cher, ou bien c'était au contraire beaucoup trop simple. Donc, ça apportait pas grand-chose. Et donc ça, c'était la première chose qu'on s'est rendu compte. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il y a eu une espèce de floraison, foisonnement de publications à un moment donné, où ils disaient tous que c'est un livre qui parle de l'écologie et l'environnement. Et finalement, on trouvait peut-être 4 pages au milieu du livre qui parlaient d'un arbre. Et in fine, le livre, ça parlait de tout à fait autre chose. C'était une histoire ou romantique ou autre chose. Donc, on a trouvé que c'était un peu, c'était presque devenu pour certains éditeurs un argument commercial, et on n'a pas trouvé ça très juste. Donc, on s'y disait aussi, il y avait dans notre groupe de lecture, il y avait quand même pas mal de personnes qui étaient très engagées déjà, soit dans des associations LPO, par exemple, ou d'autres associations depuis très longtemps. Il y avait des ingénieurs, il y avait des scientifiques. Et donc, à un moment donné, il y avait juste une idée qui s'était imposée que, ben, écoute, il faut créer un prix littéraire environnement. Parce que ce qu'on avait vu nous n'était pas très convaincante, pas pour nous en tout cas. Et donc, on a très vite, on se dit, écoute, on veut faire un prix euh, populaire, mais au sens noble du terme. Hein. Donc, il faut qu'on mette en place un jury de présélection. Ça doit être un jury de présélection éclectique. Hein. Et le jugement final doit revenir à des jurys indépendantes que nous allons mettre en place parmi les bibliothèques, médiathèques, associations, écoles, primaires, collèges, lycées, universités et des grandes écoles. Et donc,
c'était un projet très ambitieux, faut le dire, surtout compte tenu que quand on a lancé ça, on était en 2023, on était 5 personnes et on était sans moyens. Donc, mais à un moment donné, je crois qu'il faut juste se dire que il faut pas se poser trop de questions. Il faut juste faire et c'est un peu ce qu'on a fait. Voilà, on s'est lancé, on s'est dit on y va. Alors, deuxième question, mais quand et où faut-il le faire? Bon, alors je viens déjà de répondre, mais on l'a fait tout de suite hein, parce que la réponse était très simple. Il faut le faire maintenant, tout de suite. C'est urgent. On va pas attendre 2 ans pour finaliser un programme qui va être parfaitement rigoureux avec des plans dans tout le sens. Non. On s'est dit, écoute, il faut le faire maintenant. Et puis, on s'est posé la question, mais où faut-il le faire? Parce que nous étions tous, certains d'entre nous avaient un pied à Paris déjà, ou ailleurs, ou même à l'étranger. Donc, on s'est posé quand même la question, mais il faut le faire où? Et là, la réponse est venue très rapide, il faut le faire ici. Tout simplement parce que c'est sûr qu'on vit dans une région absolument magnifique ici, mais c'est aussi une région qui est vraiment en première ligne face aux bouleversements environnementaux. Malheureusement, ici, on a tout. On a l'érosion des montagnes, on a la fonte des glaciers, on a la gestion de l'eau qui est de plus en plus complexe, on a la préservation des sols, de la terre, on a les enjeux d'agriculture, on a les problèmes liés à l'urbanisme, de transport, pollution sonore et lumineuse, et j'en passe. Donc, malheureusement, on condense des choses ici que peut-être je rencontrerai pas à Paris forcément si je veux parler de l'érosion des montagnes et des glaciers à Paris. C'est pas la même chose. Et paradoxalement, comme on est confronté ici à tous ces défis liés au changement climatique, hein, mais paradoxalement, et peut-être justement à cause de ça, on a des ressources humaines ici que je trouve absolument incroyables, technologiques et scientifiques exceptionnelles. Hein. On a les universités, on a les grandes écoles, on a les organismes d'expertise internationaux aussi, de coopération internationale, et ça se trouve tout ça ici. Donc, et quand je parle de tous ces atouts et des problématiques aujourd'hui, bah, écoute, il y a une nouvelle dimension qui s'ajoute et nous, on est très sensibles à ça. Et c'est celle des nouvelles technologies et tout ce qui est de la révolution annoncée, déjà commencée par l'intelligence artificielle. Parce qu'évidemment, cette révolution, on peut parler de la technique, bien sûr, mais elle a déjà transformé nos modes de vie, nos métiers, et aussi nos rapports au savoir et à la création, tout simplement. Donc, c'est quelque chose qui nous concerne, nous. On est dans la culture et on est aussi dans le social. En même temps, cette nouvelle technologie, l'intelligence artificielle, elle ouvre des perspectives immenses, mais il y a aussi une question éthique et sociale, des questions éthiques et sociales qui sont essentielles. Quelle place pour l'humain demain? Quelle responsabilité face à la machine? Quelle vision du monde voulons-nous transmettre? L'apprentissage dans les écoles, des métiers qui vont disparaître. On sait très bien que le trading et tout ce qui est matière première et actions et obligations, ça s'est fait en grande partie déjà depuis un certain temps par l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est des aspects qui vont profondément bouleverser notre composition sociale du territoire. Hein. Je parle de Grand Genève là. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est dit tout de suite, mais c'est ici qu'il faut le faire, nous devons le faire ici, il faut le faire ici. Alors, ensuite, évidemment, on le fait comment? On structure ce projet comment? Donc, on est en 2023, une toute petite équipe, mais très mobilisée, très motivée. Et en fait, quand on est une petite équipe, on peut aller très vite. C'est un peu l'avantage. Hein. Alors, on s'est dit, écoute, pour crédibiliser notre démarche, nous allons mettre en place donc un jury de présélection avec des profils très variés. On veut être un jury populaire, donc il faut qu'on ait une rang de profils très variés. Donc, on a des agrégés de lettres modernes, on a des lecteurs et lectrices passionnés, mais des personnes qui lisent sans métier, retraités, aux femmes au foyer, aux hommes au foyer. On a des membres d'associations, on a des professeurs de français, des ingénieurs, des scientifiques, des auteurs, et on a aussi des bibliothécaires. Donc, en fait, on se retrouvait au départ avec 12-13 personnes de tous âges,
et de tous horizons. Et ça, c'est très important. Alors, deuxième chose, on va le faire comment? Mais nous avions la chance d'avoir déjà collaboré avec quelques scientifiques de renom et de connaître certaines personnes dans la communauté scientifique. Donc, on les a contactés, on les a appelés, on a demandé, écoute, on a expliqué ce qu'on voulait faire, on a expliqué qu'on avait besoin de leur soutien et on voulait constituer donc un panel de marraines et parrains, une sorte de comité d'honneur, si on peut dire ça comme ça. Et ils ont tous dit oui, tout de suite. Donc ça, c'était presque magique. Et pour notre petite équipe, c'était un formidable encouragement, bien sûr. Donc, on était en 2023, prête à nous lancer. Donc, on était en juin. On a fait un communiqué de presse. On a commencé à contacter des éditeurs qu'on avait repérés. Et on a tout de suite reçu à peu près 150 livres. 150 livres, c'est beaucoup. Hein. Surtout, là-dedans, vous avez des essais qui peuvent être assez costauds, il fallait quand même les lire. Vous avez des romans, vous avez des BD graphiques, ça va plus vite. La littérature jeunesse, oui, ça peut aller plus vite, mais il faut faire attention, ce qu'on juge aussi. Et enfin, c'était déjà une énorme victoire de sentir qu'à la fois la communauté scientifique, il y avait les jurys indépendants qui étaient mis en place et on avait les éditeurs et les auteurs avec nous. Donc ça, c'était magnifique. Et on avait vraiment le sens que là, on fait quelque chose d'utile et on a eu raison de le faire. Il faut mettre la culture au service de l'environnement. Il faut travailler avec une vision transthématique, culture-environnement, transfrontalière, bien sûr, parce que ni les climats, ni le faune sauvage, ni l'intelligence artificielle dans l'avenir, il n'y a pas de frontières. Donc, c'est évident qu'il faut avoir un raisonnement transfrontalier et surtout intergénérationnel aussi. En gros, il faut un peu casser les codes, pour être honnête. Alors, donc, le jury des présélections, il a dû se mettre en marche, mais très, très rapidement. Hein. Et donc, on utilise, nous, une grille de notation qui prennent en compte plusieurs critères et c'est la même grille que nous on utilise qui va être utilisée ensuite par les jurys indépendantes. Au début, les enfants, il y avait surtout les bibliothécaires qui disaient ça peut être un peu difficile pour les enfants et en fait non. Les enfants, ils aiment beaucoup qu'ils ont la même grille de notation comme les adultes, ça les valorise et ils ont une impression de participer très activement dans un jury. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a pris en compte plusieurs critères, bien sûr. Hein. Le texte, l'histoire, la qualité des illustrations, si on avait. Mais surtout, on a attribué un coefficient de 2 à l'impact sur le lecteur. Qu'est-ce que ce livre m'a appris? M'a-t-il fait réfléchir? A-t-il changé quelque chose dans ma façon de voir le monde? Et l'objectif, donc, c'était au début d'arriver à une sélection on avait dit 5 plus 5 ouvrages. Finalement, on a dit, on a eu tellement de livres de qualité exceptionnelle qu'on a dit, écoute, on fait une sélection jeunesse de 10 ouvrages et on fait une sélection adulte de 10 ouvrages. On ne peut pas se contenter de moins. Alors, j'avoue qu'on a beaucoup travaillé. Ça n'a pas été évident. On a pu être soutenu par des institutions très importantes. Donc, nous avons été lauréates, c'était un projet, donc on a été lauréate du Fonds culturel du Genevois français. Nous sommes soutenus par le Conseil Savoie-Mont-Blanc, donc ça c'est la lecture publique, très importante. Le département, bien sûr. Il ne faut pas oublier la CIPEL, la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman, qui nous a soutenus dès le départ. Donc voilà, on était là et on se dit, mais écoute, on a eu l'audace de contacter la ville de Thonon pour demander est-ce qu'on peut bénéficier du pôle culturel de la Visitation, qui est un bâtiment absolument magnifique. Et je remercie encore la ville de Thonon-les-Bains, qui a mis à notre disposition donc le pôle culturel avec l'amphithéâtre, les salles annexes. Et c'était le 26 octobre dernier, donc en 2024. Et on a organisé toute une journée
où il y avait l'ensemble de nos marraines et parrains qui sont venus. Nous avions aussi des personnes primées, donc qui étaient en lice pour le prix. Par exemple, Marc-André Sellos, Didier Gasquel, Sébastien Boller, Sylvestre Huet, que vous connaissez. Je crois qu'il fait partie de commission scientifique des Shifters, si je comprends bien. Donc, ils sont tous venus. Et c'était un très, très bel moment. Vraiment très, très bel moment. Et là, j'avoue que en parallèle, donc, avec tout ça, on a toujours les jurys des présélections qui travaillent, parce que là, on est sur la sélection 2026. Hein, et 2026, on espère pouvoir le faire à Genève. Cette année, on a eu l'énorme honneur de pouvoir bénéficier de Palais Lumière à Évian-les-Bains. Et donc, on va le faire pendant 2 jours. Et on associe, c'est le premier salon du livre environnement. Je ne connais pas d'autres, ni en Europe, en France non, et ni en Europe. Et c'est la première fois et on veut que ce salon du livre devienne un événement annuel à l'issue duquel sera remis donc, le prix littéraire environnement chaque année. Alors avant peut-être de faire un récap de ce que nous souhaitons faire à Évian-les-Bains, je peux peut-être tout simplement vous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an. Donc on était donc 26 octobre à Tournon-les-Bains et qu'est-ce qui s'est passé depuis. Mais écoute, nous avons été rejoints donc par plusieurs jurys indépendantes qui ne nous connaissaient pas. Hein. On va par exemple citer les écoles des HEPIA, Genève, Lullier, ainsi des associations comme la FNE, par exemple. On était déjà accompagnés par les Amis de la Nature et par des shifters suisses. Donc, nous avons été très, très honorés de ça. Vous nous suivez dès le départ. Nous avons mis en place donc une association sœur qui partage entièrement nos valeurs de Rive en Page suisse. Notre panel de marraines et parrains s'est très récemment agrandi avec 3 autres noms et nous sommes absolument ravis. Donc, je parle de Didier Gasquel, donc pour tout ce qui est la mer, la pêche écologie, Vincent Domézil, donc qui est conseiller à l'ONU pour les océans, et Solange Gernauti, donc expert en cybersécurité, donc professeur à l'Université de Lausanne. Et nous avons aussi initié des discussions donc avec la ville de Genève et les 7 bibliothèques municipales y adhèrent désormais à notre démarche. Donc, c'est quelque chose pour nous qui est très, très importante. Et évidemment, donc, on espère pouvoir organiser l'événement l'année prochaine à Genève. Et je pense, nous avons quand même un pressentiment que nous allons pouvoir beaucoup parler de l'intelligence artificielle l'année prochaine. Et pas uniquement, mais en grande partie. Je pense que c'est nécessaire. Donc, qu'est-ce que je dis maintenant? Est-ce que je vous parle un petit peu de programme en détail, peut-être Évian, ce que nous allons faire, et ensuite des perspectives. Nous avons mis en place un programme cette année, donc le samedi 29 novembre. On va beaucoup parler de notre lien l'homme, animal, la nature. Est-ce une relation essentielle? Et on va essayer aussi de parler de la violence au milieu de tout ceci. On va par exemple, l'après-midi, donc on commence avec un événement très fort, une table ronde. Peut-on vivre avec les loups entre fascination, peur et cohabitation? Donc là, on a le professeur Claude Fischer, donc des HEPIA. Il est spécialiste de la faune sauvage. On a Florence Coulin, qui est biologiste et qui a beaucoup travaillé sur l'introduction du loup dans les parcs animaliers, dans les parcs naturels aux États-Unis. Elle est également autrice. Et nous avons Diane Lespinard, qui est l'auteur de La politique du loup, qui est en lice pour le prix littéraire environnement cette année. On continue ensuite avec l'agressivité humaine. Est-elle une fatalité, ce que dit le cerveau? Et là, nous avons l'honneur d'écouter donc Camilla Bellone. Elle est professeure associée au département des neurosciences fondamentales. Elle est également vice-doyenne et elle est basée donc à l'Université de Genève. 1 heure après,
nous allons écouter Solange Giannauti, donc experte en cybersécurité, qui a coécrit un livre qui s'appelle Off, qui est en lice pour le prix littéraire environnement. C'est un roman. Elle a coécrit ce roman avec Philippe Monin, qui est l'ancien directeur des rédactions de Le Monde informatique. Et ils interviennent tous les deux sur une conférence qui s'appelle Dépendance numérique et intelligence artificielle, amis ou ennemis de l'environnement. Et on finit la journée avec Oscar Lalo, auteur d'un livre qui s'appelle Le Dernier Amant, et qui fait un parallèle en fait entre la violence qu'un homme peut faire à sa femme et la violence que l'homme fait à la terre, et surtout le fait qu'on préfère souvent détourner le regard, de ne pas voir. C'est un livre très fort. Donc ça c'est pour samedi. En parallèle de tout ce programme, il y a plusieurs animations jeunesse. Il y a une conteuse, il y a une animation jeunesse avec 2 auteurs, et il y a surtout aussi un atelier de dessin qui est proposé pour des jeunes qui sont peut-être moins motivés sur certaines de ces thématiques. Dimanche, on commence, c'est beaucoup plus centré dimanche sur les ressources de la Terre et comment nourrir l'humanité de demain. En fait, les problématiques à la fois sol et eau. On commence avec nourrir le monde autrement, repenser l'alimentation pour un avenir viable. Et ça, c'est Gilles Fumé qui vient de Paris, donc il est professeur à l'université de Sorbonne. Il est aussi, travaille bien sûr à la CNRS, spécialiste de tout ce qui est alimentation. Il est l'auteur d'un livre qui s'appelle Géopolitique de l'alimentation et qui est en lice pour le prix aussi. On enchaîne avec des sols vivants pour une planète en santé, restaurée, protégée, cultivée autrement. Là, l'introduction sera faite par le docteur Venance Journet. Elle est docteur d'État en physique des particules, donc ancienne chercheuse au CNRS, et aujourd'hui elle travaille à la laboratoire de météorologie dynamique de la CNRS, du CNRS. Elle fera une introduction et la conférence sera faite par Ophélie Saucé. Elle est professeure associée à la EPIA, Genève, et elle est membre de l'Institut Terre, Nature, Paysage. Donc elle va beaucoup plus parler du sol et du changement, qu'est-ce qu'on peut cultiver demain, voilà, et qu'est-ce qu'on ne pourra pas cultiver demain. Ensuite, on a Didier Gasquel, donc la pêche écologie, une perspective d'avenir pour un océan nourricier en bonne santé. Didier Gasquel, vous connaissez peut-être, donc il est professeur émérite en écologie marine et sciences halieutiques à l'Institut Agro de Rennes, donc il vient de Rennes, exprès pour notre événement. Il est aussi membre du conseil scientifique d'Ifremer et il est auteur surtout d'un essai qui s'appelle La pêche écologie qui est sorti en 2023. Et on finit avec 16h30, algues et plancton. Fondement du vivant et solutions pour son avenir. Et là, évidemment, c'est Vincent Domézel qui prend la parole. Il est conseiller pour les océans aux Nations Unies. Il est surtout auteur de plusieurs livres sur les algues, donc comment les algues peuvent sauver le monde. Et on finit donc la journée donc avec une clôture, remise de prix et un cocktail qui est proposé offert par la ville d'Évian. Et en dernier, alors, les perspectives à partir de maintenant. Mais nos perspectives, ce que nous souhaitons faire rayonner cette dynamique à l'échelle régionale et transfrontalière. On souhaite ancrer ce prix et ce salon autour du bassin lémanique. Donc, nous espérons pouvoir organiser l'événement à Genève en 2026, Annemasse 2027, revenir à Thonon-les-Bains en 2028, et ainsi de suite. Nous souhaitons bien sûr associer de nouveaux jurys indépendants parce qu'il faut garantir vraiment la pluralité et la liberté d'expression. Il ne faut pas qu'on se trouve trop enfermé dans une certaine catégorie de bibliothèques, par exemple les bibliothèques au milieu urbain ou au contraire milieu rural. Il faut qu'on ait un équilibre tout le temps entre les deux. Évidemment, il faut renforcer la collaboration donc avec les pouvoirs publics, parce qu'il faut faciliter l'accès aux ouvrages qui ont été sélectionnés. Et c'est pas facile pour une bibliothèque au milieu rural qui a un tout petit budget de faire face à une sélection. C'est quand même au total 20 livres. C'est pas évident.
On souhaite aussi développer nos actions auprès de la jeunesse, auprès des personnes en situation de handicap et des publics fragiles. Nous avons déjà commencé des contacts et c'est quelque chose qui est très important pour nous. Entre guillemets, on fait don. Chaque année, les livres qu'on reçoit, on ne les revend pas, évidemment pas, on les donne. Donc, on les donne, par exemple, à un foyer mère-enfant. Ça peut être un don à des hôpitaux, ça peut être un don humanitaire qui dépasse les frontières aussi. Et nous souhaitons aussi continuer donc d'innover dans nos formats. Donc, je parle des webinaires, des rencontres hybrides, associer le festival Nature et Poésie qu'on a créé. On réfléchit un petit peu à une maison d'édition associative qui pourrait être ouverte à la poésie. Et dans tous ces projets, évidemment, qui va faire appel à une technologie que nous ne maîtrisons pas, nous serons absolument ravis de pouvoir faire une collaboration, renforcer la coopération avec les shifters. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour nous deux et surtout pour une littérature qui essaye quand même de contribuer un tout petit peu de sa façon à changer le monde. Parce que nous, notre conviction très forte, c'est que lire le monde, c'est déjà le changer. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir entendu. J'espère ne pas avoir été trop long, mais j'espère surtout avoir été assez clair. Maintenant, s'il y a des questions, je n'ai peut-être pas été assez clair sur certaines choses, donc je suis à votre disposition. Voilà. Non, c'est parfait. Bravo. Félicitations pour tout le travail effectué. Super intéressant. La question, il y avait une première question en fait, mais tu y as répondu, c'est qu'effectivement en fait, tu as dit ici pour désigner le lieu, mais ici pour les gens qui regardent la vidéo YouTube, ça va pas être très parlant. Du coup, tu as précisé après Grand Genève, donc du coup, on comprend que c'est Grand Genève le ici. Oui, mais d'un autre côté aussi, oui, Grand Genève, cette année, on est à Évian-le-Bain, qui ne fait pas partie de Grand Genève. Et je sais aussi, par exemple, nous sommes en contact aussi, nous avons été en contact avec l'École polytechnique de Lausanne. Donc, on ne peut pas, je pense que c'est difficile, il ne faut pas avoir trop grand tout de suite. Je pense que si on commence avec le Grand Genève et on fait déjà une itinérance entre les villes, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais c'est intéressant, vous avez déposé du coup une association sœur en Suisse. Donc vous avez du coup une association 1900 en France et une association article 60 suisse. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé en fait? Parce qu'en fait c'était pour pouvoir obtenir des financements ou des subventions du côté suisse? Non, pas tellement, parce que je vais vous dire une chose. Quand on fait une demande pour un financement auprès de Genevois français, hein, on argumente bien entendu sur tout ce qui est transfrontalier, mais il y a toujours quelqu'un qui est en lead pour la demande. En tout cas, c'était comme ça. Il y a quelqu'un qui signe la demande et la subvention est versée. Donc, ça peut être versé en France, si c'est moi qui fais la demande en premier. Maintenant, je pense que une logique quand même à réfléchir, mais si on fait un événement à Genève, la logique voudrait quand même qu'on implique beaucoup, beaucoup plus notre association sœur en Suisse. Ça sera bête de ne pas le faire. Donc, mais c'est surtout aussi une association sœur en Suisse parce que j'espère qu'on aura d'autres écoles qui adhèrent au prix. On a les bibliothèques municipales, on a Hepia, on a Lullier. Maintenant, j'espère peut-être pouvoir développer des jurys un peu ailleurs aussi. Donc là, ça implique quand même une gestion, ça implique un contact en Suisse quelque part aussi. Donc c'est pas que pour l'argent. Hein. La première idée, c'était pas l'argent, c'était vraiment de pouvoir rayonner aussi de l'autre côté de la frontière. Okay. Bon, il y a un paramètre qui est évident. Donc moi, j'ai participé en tant que coordinateur pour les shifters, donc pour le jury d'attribution du premier prix littéraire environnement de l'année dernière. Ouais. Donc j'avais coordonné toute la votation des shifters suisses. Et quand Gunilla m'a dit qu'elle envisageait de créer l'événement 2026 à Genève, il était
évident qu'il faudra se faire aider par la ville ou le canton en termes de logistique pour la salle. Quand on voit le Palais Lumière à Évian, c'est quand même un immense bâtiment. Donc, c'est pas des bâtiments. Louer des bâtiments comme ça à Genève, c'est hors de prix. Hein. Donc, il faut avoir un appui des autorités. Alors, à Genève, c'est essentiellement les autorités cantonales qui ont maintenant la main sur la culture. La ville pourra prêter des salles, mais en revanche, toute la coordination devra se faire avec le canton. Mais déjà, ça, c'est quand même un aspect important, même si c'était pas seulement pour la partie pécuniaire, mais c'est vrai que pour obtenir un local, un bâtiment tel que, avoir quelque chose d'à peu près équivalent à ce qui s'est fait à Thonon l'année passée, mais surtout cette année, il y a ce qui va se faire au Palais Lumière. Il est clair que Genève et le canton ne va pas rentrer en considération avec une association étrangère. Voilà. Non, je pense que c'est un aspect très important, mais c'est aussi quelque chose qui est important aussi, et ça on a vu cette année. Donc on était à Thonon, donc on avait 24 bénévoles qui étaient présentes toute la journée à Thonon, qui ont géré l'événement de A à Z. Les filles étaient là à 7 heures du matin, ils sont partis à 10 heures le soir. Hein. Cette année on le fait à Évian-le-Bain. Là, on va avoir à peu près le même nombre de bénévoles, mais là, c'est des personnes qui vont venir beaucoup plus proches d'Évian. C'est le Haut-Chablais qui a adhéré maintenant au prix aussi. Donc, on constate qu'au fur et à mesure, quand on se déplace comme ça quelque part, on était dans le Bas-Chablais. Donc là, OK, on commence à nous connaître un peu maintenant. Au Chablais, ils commencent à nous connaître maintenant. Et je pense que quand on sera peut-être Genève, côté suisse, beaucoup plus affirmé. C'est ça l'idée aussi de vouloir faire une itinérance du salon, de rayonner de façon beaucoup plus large. Et c'est pour ça que si ça peut avoir un énorme avantage de rester à un endroit, un festival qui reste à un endroit, mais là vous êtes soumis à d'autres contraintes. C'est certainement plus compliqué d'organiser quelque chose qui est itinérant, je le pense, parce qu'il faut des nouvelles contacts à chaque fois. C'est pas évident, mais je pense qu'au terme, on est gagnant, je pense. Et nous, on se place vraiment dans un perspective long terme. Hein. On n'a pas fait tout ça pour dans quelques temps dire, écoute, là, on est fatigué, on n'a plus envie. Moi, je peux ajouter 2 mots en tant que j'ai aussi été juré, donc j'ai pas lu les 20 livres sur les deux saisons, mais j'en ai bien lu une bonne dizaine. J'ai été vraiment surpris par la qualité de la sélection. Et puis il y a des livres que j'ai trouvé passionnants, et il y a des livres. Alors évidemment, moi je me suis intéressé essentiellement aux livres. Un peu plutôt aux essais qu'aux romans, mais même j'ai lu des romans très très intéressants, comme cette année il y a Rousse, qui est un roman où c'est une renarde, c'est un renard, le héros du livre, c'est un renard. C'est un livre assez particulier, mais voilà, c'est quand même on a des manières d'aborder l'écologie par des paraboles comme dans Rousse, qui sont vraiment étonnantes. Et puis après, on a des livres qui sont beaucoup plus concrets, comme la riposte écologique, où on donne 30 arguments pour contrer les climato-sceptiques ou les personnes qui ne croient pas qu'on est en train de détruire notre environnement. Ou aussi un livre qui est exceptionnel et puis qui est à la portée de tous les âges, c'est Tout comprendre ou presque sur la biodiversité. C'est un livre qui explique en, je sais pas, moins de 100 pages, avec beaucoup de graphiques et d'une manière vraiment très pédagogue, quelle est l'importance de la biodiversité. Donc franchement, il y a une diversité dans la manière d'aborder l'écologie et l'environnement
qui sont passionnants. Alors évidemment, il faut aimer lire et puis il faut avoir le temps de lire. Ça, c'est la problématique. Mais enfin, en tout cas, moi, j'ai été assez satisfait de voir que quasiment tous ceux qui ont été shifters jurés l'année dernière ont à nouveau participé cette année à la lecture des ouvrages. Superbe. Mais ils vont participer encore mieux parce que la sélection 2026 va être exceptionnelle. Hein. On ne peut rien vous dire encore, mais elle est exceptionnelle. Hein. Moi, je trouvais ce que tu dis, là, tout comprendre au presque sur la biodiversité, c'est les éditions de CNRS. Hein. Donc, qui fait un effort de vulgarisation scientifique maintenant qui est très intéressant. Et puis, il y a un livre dont on n'a pas parlé encore, mais qui fait partie de la sélection aussi, c'est Béton, enquête en sable mouvant, et qui parle d'une histoire vraie. Ça se passe en Suisse et ça se passe de l'enterrement des gravats dans sa carrière qui avait fait un grand scandale. Et c'est une histoire vraie et qui a été faite comme on appelle ça un roman graphique. Et j'avoue qu'on apprend beaucoup de choses sur la construction, sur la façon de certaines sociétés qui démolissent des immeubles, la façon dont ils travaillent ensuite pour trouver des carrières où ils peuvent mettre tous ces produits toxiques, évidemment. Et on a trouvé, c'est un livre qui a beaucoup frappé, qui a beaucoup intéressé aussi. Mais je pense que la sélection qu'on avait, quand on fait une sélection aussi, ça je peux vous dire, nous, par exemple, on va avoir des livres, disons on va se trouver avec 20 livres adultes qui tous ont été notés, nous, quand on fait la moyenne entre nous, plus que 7, au-dessus de 7 ou 7,5. Donc, on va se retrouver avec ces 20 livres, on va les classer, on ne va pas choisir 5 livres qui parlent de l'eau. Donc, il faut qu'on diversifie entre l'eau, la terre, le climat, la biodiversité, l'éthique, la santé. Et une fois qu'on a fait ça, on ne peut pas avoir 10 essais. On ne peut pas avoir 10 romans non plus. Donc, il faut choisir, évidemment. Et une fois qu'on a fait ça, on discute. Et là, on discute serré. Hein. Et il y a l'année dernière, on a passé 3 jours avant de se mettre d'accord. Donc, c'est fait. Je pense qu'on le fait avec beaucoup de, comment dirais-je, sérieux. On ne prend pas ça à la légère. Hein. Pour écarter un livre sur les personnes ne lisent 250 livres. Et bien, quand on reçoit un livre, une personne va lire le livre, une personne va noter 2 sur 10. On se dit, mais là, il y a un problème. Donc, on va avoir une deuxième et troisième personne qui lit très vite. Si 3 personnes notent le livre 3 sur 10, on va dire, écoute, non. On les met de côté parce que là, on va pas continuer. Quand on a un livre qui est noté 3 personnes qui arrive à 6, là, on se dit, oula, il y a un problème. Là, il faut un 4e ou 5e avis parce que ça peut basculer très rapidement sur 7, 7,5 ou 8. Hein, et on a des cas comme ça. Et puis, on fait attention aussi, on se dit tous, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de sortir des sentiers battus. Rousse, c'est typiquement un livre qui est un peu compliqué. Le livre aussi, Le Dernier Amant, on aime, on déteste. Hein. Ce n'est pas un livre qui vous lisez ça, pas ça tranquillement. Hein. Et on se dit, il faut qu'on ose, nous aussi, de proposer des livres qui peut-être sont un peu atypiques ou qui traitent le sujet d'une façon différente, qu'on n'a pas bien vu, mais qui peut être aussi frappant, qui peut vous frapper aussi fort à l'intérieur à vous, de vous-même, qu'un essai qui est beaucoup plus scientifique. Et nous, on a des échos quand même des jurys indépendantes. Les romans peuvent vraiment remuer des personnes. Hein. Peut-être même plus qu'un essai. Alors maintenant, il y a tout un travail à faire parce que les essais, beaucoup de personnes, ils voient que c'est écrit essai. Oula, c'est trop difficile, je n'ai même pas envie d'ouvrir le livre. Donc, on se bat contre ça aussi. On essaye de choisir, on choisit des essais. Un essai peut avoir de l'humour, elle peut être drôle, elle peut apprendre tout en étant drôle et très instructif. Donc,
Voilà, on essaye de travailler comme ça, et surtout, on essaye aussi de trouver la petite pépite, la maison d'édition qui a 2 ans d'âge et qui sort quelque chose qui est complètement qui sort des sentiers battus. Et là, on se dit, écoute, là, il y a peut-être quelque chose à regarder avec attention. Voilà. J'ai une question qui est peut-être un peu, peut-être pas controversée, mais vous, si un thème l'année prochaine, c'est de l'IA, justement, je me disais, si un des jurés optionnel sur le côté, c'est une IA, vous demandez à une IA de donner le score du livre, indépendamment des... Vous faites ça totalement en parallèle avec des vrais humains, et je ne sais pas si c'est un exercice intéressant ou pas. Ah si, ça pourrait, moi je trouve ça intéressant. Voilà, c'est une idée. Non, mais écoute, je vais vous dire, je trouve que ça serait très intéressant de voir justement. Et voir peut-être d'ailleurs plusieurs IA. Et je me demande s'il y aurait une IA chinoise, une IA américaine. J'en sais rien. Et voilà, et voir s'il y aurait des biais, des trucs. Je sais pas. Il y a eu un grand... déjà, aujourd'hui, on est en plein débat, enfin, un peu partout. Les livres qui sont écrits par l'IA, par exemple. Comment est-ce que tu les remarques? Comment est-ce que les droits d'auteur, les images ou des affiches générées par l'IA, tu payes rien. Il n'y a pas de licences à obtenir ou quoi que ce soit. Donc, il y a déjà un énorme débat autour de ça. Est-ce que l'IA, je sais qu'il y a eu des essais qui ont été faits. Est-ce que l'IA est capable, par exemple, de rendre la poésie de la même façon qu'un être humain? Je sais que quelqu'un m'avait parlé de ça en disant que là, il y avait quelque chose de particulièrement humain qui rentrait en jeu. Mais ça sera une très drôle, une idée super intéressante. Et ensuite, une autre question un peu plus sérieuse, ou pas, c'est quelle est votre concurrence en quelque sorte? Mais n'y a-t-il pas déjà, je ne sais pas, un grand prix, un prix de la littérature? Alors en Suisse alémanique, je ne sais pas, c'est là que je suis, mais même en Romandie, par exemple à Lausanne, tous les juins, il y a... est-ce qu'il y a d'autres? Où est-ce que vous êtes? Et si c'est le cas, pourquoi vous avez décidé de démarrer quelque chose de nouveau qui marche très bien? Félicitations. Touche du bois, touche du bois. Mais oui, est-ce que vous n'êtes pas les premiers venus, je pense, à avoir eu cette idée de tiens, faisons un festival, un événement annuel avec un jugement de livres? Ouais. Alors, quand on s'est lancé, donc on a fait une petite étude de marché, si on peut dire ça comme ça. Voilà, on a voulu voir qu'est-ce qui existe déjà ou ce qui a existé, pourquoi ça n'a pas marché. Donc, notre force à nous, en fonction de ce qu'on a vu, on a extrait ce que nous pensons être notre force à nous. C'est-à-dire d'être parfaitement indépendante, pas contrôlée par une grande société, pas contrôlée par un pouvoir politique, pas contrôlée par un courant particulier, parce que nous, on tient à ça, on est apolitique et on veut une vulgarisation scientifique. Des livres qui ressemblent un petit peu à une manifeste politique peuvent être super intéressantes, mais nous, on les accepte pas. C'est juste trop orienté. On veut avoir quelque chose qui explique factuellement de quoi on parle ou qui prend plusieurs opinions et qui les expose dans ce cas-là. Donc ça, c'est la première chose, on est parfaitement indépendante. Deuxième chose, on est un jury populaire et on demande que les livres soient jugés par des jurys populaires dans le bon sens du terme. Moi, à quoi ça sert? Nous avons beaucoup d'entre nous ont déjà été membres dans des jurys littéraires. Si moi, je suis membre dans un jury littéraire et je ne pense pas comment est-ce qu'on va recevoir ce livre, qui va lire ce livre, qui va acheter ce livre. Si moi, je suis un jury et je vote pour un livre, ensuite, ça acheté par personne, ça ne sert à rien. Donc, évidemment, les grands prix, il y aura toujours une énorme drive de communication derrière. Ce n'est pas notre cas. Notre cas, c'est, si vous savez, si un éditeur sait qu'il est sélectionné, déjà il sait qu'il y a une 60 de jurys qui vont acheter son livre.
C'est pas rien pour une petite maison d'édition. Il sait qu'on fera la pub aussi. Aujourd'hui, on est suivi, par exemple, par la presse, Actualité. RTS avait fait un interview avec nous quand on a lancé le projet. Donc, du moment où votre livre est sélectionné, fait partie de la sélection parmi les 10, vous êtes gagnant d'une façon ou d'une autre, quelque part, quand même. Hein. Ensuite, on est un jury aussi. Quand on choisit 10 livres, comme je vous ai dit, on ne peut pas choisir 10 livres, même si la qualité est magnifique, qui vaut chacun 50 €. C'est pas possible. Une bibliothèque n'achètera pas 10 livres pour 50 €. Hein. Peut-être certains le feront, mais nous, comme on veut que ça prenne vraiment racine dans la région franco-genevois, on ne peut pas, on est obligé de tenir compte qu'on ne peut pas, on peut se permettre quelques exemplaires, mais on ne peut pas avoir un coût exorbitant pour tous les livres, ça c'est vrai. Et donc on fait attention à ça, et puis je pense que ce que nous distingue un petit peu aussi, et c'est pour ça qu'on a des candidatures spontanées maintenant, des auteurs qui ne sont pas forcément très connus, des premiers romans, des petites maisons d'édition qui existent depuis 2 ou 3 ans, mais qui sont très, très intéressants. Très, très intéressants, parce que souvent, ils osent, entre guillemets. Je ne vais pas dire, je ne suis pas contre les grandes maisons d'édition, c'est magnifique, c'est absolument superbe, mais ils éditent tellement de choses magnifiques qu'à la limite, quand on trouve une petite maison d'édition qui n'a pas forcément encore très connue et qui sort un bon livre, nous, on est ravis. Un bon livre restera toujours un bon livre. Hein. Et puis, on essaye d'éviter aussi, on ne veut pas rentrer dans cette façon actualité. Hein. Cette année, on a des livres en liste qui ont été édités en 2023 et en 2024. Un bon livre reste un bon livre. Hein. Ce que Géopolitique de l'alimentation, ce que Gilles Fumé raconte, c'est valable aujourd'hui, ça sera valable demain certainement aussi. Donc, il y a des livres comme ça on ne veut pas rentrer dans tout ce qui est peut-être considération commerciale, entre guillemets. Il faut absolument que je prenne le tout dernier volume qui a été édité, ceci, cela. Donc, on est un peu différentes là. Ouais, on est même très différentes. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça a pris. Je pense c'est le retour qu'on a de la part des éditeurs et auteurs, en tout cas. On a une démarche très différente. Aussi, il faut dire aussi qu'on est une association, on est exclusivement composé des bénévoles. Personne n'est rémunéré. Donc, je pense que, oui, on est des personnes passionnées, motivées. Voilà. C'est peut-être ça qui fait la différence. Sans du tout dire du mal des autres prix qui peuvent exister ou qui ont pu exister. C'est pas ça du tout l'idée. Nous, on a voulu faire différente. Voilà.